Bonjour et bienvenue sur Motors TV, la chaîne du WRC. Nous sommes à Strasbourg pour la 11e manche du championnat du monde 2010 en compagnie d'Éric Briquet, l'envoyé spécial d'Auto Hebdo. Éric, vous étiez sur place. Alors c'était comment l'ambiance? On annonçait un grand événement avec la possibilité pour Sébastien Loeb d'être sacré chez lui. Est-ce qu'il y avait ce climat de fête dans la ville? Oui, en fait c'est monté, j'allais dire jour après jour, mais déjà dès le mercredi et surtout le jeudi pendant le shakedown, il y avait déjà énormément de monde au parc d'assistance ou sur toutes les zones, que ce soit là on le voit la cérémonie du départ sur la place Kléber à Strasbourg, noir de monde, et déjà les pilotes et les copilotes bien entendu sont déjà impressionnés. Ils l'ont été pendant les reconnaissances le mardi en voyant déjà beaucoup de monde. Et bien on voit Daniel Elena avec son caméscope qui veut immortaliser le moment et peut-être s'en souvenir, parce que c'est vrai que c'est historique ça dans le monde du WRC d'avoir une sorte d'hommage en pleine gloire. Ah ouais, là c'est énorme. C'est énorme ce que va vivre Sébastien Loeb pendant 3 jours, et ce qui va être aussi impressionnant, c'est comment il va parvenir à gérer tout ça. Alors ça c'est la première étape. Il y avait 3 étapes bien distinctes, un petit peu comme ce qui peut se faire en Allemagne, avec une première étape très au sud de l'Alsace, avec le grand ballon, enfin un parcours un peu... L'objectif était aussi de traverser toute l'Alsace du nord au sud, donc il fallait aller du côté de Mulhouse, de Colmar, où on a trouvé de très belles épreuves chronométrées. Là c'est parti, et vous allez voir qu'il y a très belle route dans le sud de l'Alsace, département du Haut-Rhin. Alors on voit qu'il y a des plaques d'humidité sur l'asphalte. Il est beaucoup plus précédemment. Dans la nuit, oui, effectivement. Et il pleuvait encore le matin très tôt. C'est pour ça que dans toutes les équipes d'assistance, eh bien, on a beaucoup cogité à savoir est-ce qu'il fallait prendre du pneu tendre, parce qu'il n'y avait que 2 choix, un tendre ou dur, pas de pneu pluie, pas de pneu mixte, mais simplement la même, j'allais dire même dessin, même carcasse. Simplement on change entre le tendre et le dur. Alors ce qui était dur, c'était que sur cette boucle de 4 spots spéciales, eh bien ça pouvait aller en s'asséchant. Donc choix difficile, mais ils sont tous partis en pneu tendre, et visiblement c'était le bon choix. Et on peut le voir là, on peut énormément couper. Comme il a plu, on peut ramener aussi beaucoup de terre, et ça risque d'être pour une fois dans la saison un avantage pour Sébastien Loeb. Oui, parce que Sébastien part en première position étant donné qu'il est leader du championnat, et lui il profite d'une route complètement propre, et au contraire chaque fois qu'il va couper dans une corde, eh bien il va salir la chaussée. Et là Yvan Muller qui pilotait une Xara, l'ancienne de Peter Solberg, entretenu maintenant, qui est entretenu par Automécar. Bon, des débuts, c'était les grands débuts en WRC pour notre champion du monde WTCC 2008. Oui, qui avait déjà couru en rallye, mais c'était il y a plus de 5 ou 6 ans, et c'était avec des voitures du groupe N, donc rien à voir avec une voiture qui est au sommet de la catégorie, cette Citroën Xara qui, selon les ingénieurs de chez Citroën, n'est pas très loin en performance pure d'une Citroën C4. Bon, alors là, on a vu que Yvan a calé au départ, il y a eu des petits soucis, et un premier meilleur temps pour Sébastien Loeb devant Sébastien Ogier. Danny Sordo 6e sur la route et 3e devant Peter Solberg, et les Ford, Jari Matae et Latvala 5e, Mikko Hirvonen 6e. Alors les Ford, on ne les attendait pas forcément à pareille fête, parce que on a l'impression quand même que sur goudron elles sont un peu en deçà des Citroën C4, et puis il n'y a pas vraiment de pilote goudron, donc c'est peut-être un peu tôt de les régler. Oui, en plus, oui. Mais là on voit quand même que c'est le 3e rallye asphalte de la saison. Il y a eu la Bulgarie en juillet, il y a eu l'Allemagne en août, et une fois encore, on est dans le premier chrono, on voit déjà 4 Citroën C4 en tête du classement, donc il n'y a pas de miracle pour l'instant pour Ford. Allez, on est toujours en compagnie de Sébastien Loeb. Alors là on est dans les vignes, c'est la spéciale de First Plan, 16 km 58. Et une petite histoire à propos de ce chrono, c'est là très exactement qu'en 1997, alors qu'il débutait, c'était son premier rallye au volant d'une toute petite Peugeot 106, et bien ce rallye se disputait sur ce chrono, sur le col de First Plan. Gauche 120 bon. Très concentré, là on voit ici en action Peter Solberg. Bon, là c'est la grosse attaque pour le Norvégien. C'est le dernier pilote à avoir été titré en rallye avant Sébastien Loeb, c'était en 2003 avec une Subaru. Et alors il avait un petit peu mal débuté, il avait pris 6 secondes 2 sur les 9 km 9 de la première spéciale, et puis là il va remonter, il va passer Sordo et s'emparer de la 3e place. Et on voit du monde, regardez le monde qu'il y a déjà au bord des routes, c'est impressionnant, énormément, et nous sommes vendredi matin, il est encore tôt, il doit être à peine 9h, et déjà des dizaines de milliers de spectateurs. D'ailleurs cette spéciale a failli ne pas être lancée. J'ai vu le directeur de course arriver sur la ligne, donc au point stop, et il l'a signé au tout dernier moment, mais il disait c'est quand même limite, parce qu'il y a énormément de monde.
Et on voit les spectateurs qui reculent au passage des voitures. Mais bon, dans l'ensemble, tout s'est très bien passé. C'est une grande fête que ce Rallye de France. Et on voit à nouveau au meilleur temps pour Sébastien Loeb. Il l'avait dit, d'entrée de jeu, il avait dit qu'il voulait tout de suite mettre la main mise sur cette course. Et deux meilleurs temps, 2 fois devant Sébastien Ogier, Peter Solberg qui améliore. C'était son objectif aussi à Peter. Il voulait absolument terminer cette première étape au plus loin 3e, voire peut-être même 2e, de manière à être bien placé dès le lendemain. Alors on a sauté la 3e spéciale, la vallée du Münster, avec un 3e temps scratch pour Sébastien Loeb, et on passe directement à la 4e, grand ballon. Alors ça monte un peu, je crois, jusqu'à un col, et puis après c'est une redescente vers la plaine de l'Alsace. C'est large et rapide jusqu'au sommet, et puis un petit peu plus technique dans la descente, c'est ça? Oui, tout à fait. Puis ça reste, même si là on est en fin de matinée, donc le soleil perce un petit peu, il commence à faire plutôt bon, mais ça reste gras, humide en sous-bois, donc un terrain toujours très difficile. C'est ce qu'on voit. Alors là on écoute Sébastien Ogier, 2e sur la route, qui dit oui, moi grâce à ma position sur la route, donc 2e, j'ai pu reprendre le meilleur sur Peter, qu'il avait passé dans la 3e spéciale, mais que ça va être très piégeux dans l'après-midi. De façon confirmée par Peter Solberg, qui a perdu un petit peu de temps. Peter Solberg qui est aussi, on l'a dit tout à l'heure, champion du monde en 2003, donc avant Sébastien Loeb, mais qui est aussi l'un des rares pilotes, voire peut-être même le seul avec Sébastien Loeb, à avoir remporté un rallye sur asphalte. C'était au Tour de Corse. 2003. Tout à fait. L'année où Sébastien Loeb se rate et perd en partie à cause de cette figure le titre 2003. Et donc Peter Solberg a remporté ce rallye sur asphalte. Et depuis, toutes les épreuves depuis 2005, à l'exception d'un Monte Carlo, toutes les rallyes ont été remportés à partir de 2005. Je parle pas 2004, je parle 2005. Tous les rallyes sur asphalte ont été remportés par Sébastien Loeb. Oui, je crois que le dernier c'était une Ford, c'était Mikko Orvonen en Espagne, me semble-t-il, en 2004. Marco Martin. Oui, Marco Martin. Ouais. Slide right 100. Alors on va le rappeler, oui, c'est cette mainmise de Sébastien Loeb. On a l'impression que ça fait de lui une science exacte. Exactement. On a l'impression qu'on se demande comment il peut perdre un rallye sur asphalte, mais c'est surtout comment il fait pour en gagner autant, la véritable question. Moi je comparerais ça à un Nadal à Roland Garros. Voilà, Nadal est intouchable sur la terre battue, et bien Sébastien Loeb est intouchable sur l'asphalte. Il est tout simplement énorme. Alors là on écoute Peter Solberg qui nous dit que c'est une super matinée pour lui, et pour lui c'était difficile d'être plus rapide en étant 4e sur la route. Et la preuve, pour signaler la première belle performance d'une Ford, le 2e temps de Jari Matti Latvala dans cette spéciale numéro 4. Alors il y en a un qui partait encore plus loin que Peter Solberg, c'était Dani Sordo, 5e sur la route. Et bien lui il est dans le rythme, parce qu'il y a une grosse explication pour la 2e place entre Sébastien Ogier, Peter Solberg et Dani Sordo. Alors Sébastien Ogier qui progresse à pas de géant sur l'asphalte, Peter Solberg et Dani Sordo dont on connaît la valeur. Alors on va comparer un peu les vitesses de passage par rapport au 2e peloton, parce qu'il y a déjà des écarts assez conséquents. On est ici avec Ken Block. Bon, là le pauvre Ken Block, il est en phase d'apprentissage, c'est son 2e rallye asphalte, et en plus il connaît des problèmes de frein, il les a fait surchauffer. Oui. Donc il est et puis en difficulté. Donc, le shakedown du jeudi matin n'était pas du tout représentatif de la course, donc on va dire qu'il se met vraiment en action, il découvre le terrain à l'occasion de cette première boucle du vendredi. Et il ne faut pas oublier que le lundi précédent la course, lors d'une séance d'essai dans les Vosges, il est sorti de la route, donc il faut absolument qu'il se remette en confiance et dans le rythme. Voilà, un tête à queue, mais il a plus de frein, il les a fait surchauffer, et il termine le chrono juste avec le frein à main. Ça c'est le problème, souvent quand on freine trop souvent du pied gauche, on laisse le pied sur le frein, ça chauffe, et forcément ce n'est pas efficace. Coucou aux spectateurs quand même. Et on voit du monde, toujours du monde, c'est extraordinaire. Là on passe en compagnie d'Ivan Muller. Alors le Français avait fait des bons débuts, on avait vu, il avait calé dans la première spéciale, mais ensuite il s'est bien repris avec des temps assez significatifs, 13e de la 2e spéciale, 12e de la 3e, et dans le grand ballon il n'arrêtait pas de progresser, 11e temps. Oui, c'était plutôt bien. Yvan Muller associé à Gilles Mondésir, très expérimenté. Je pense que Gilles a d'ailleurs pu l'aider à découvrir des petites astuces sur ce rallye. Sachant que Yvan Muller l'avait dit, il dit j'ai de grands rendez-vous à venir en circuit, il est hors de question de prendre tous les risques et de me mettre dans les arbres. D'autant plus qu'il n'avait pas d'ouvreur, contrairement à certains pilotes d'usine. Absolument. Et malheureusement ça va mal se terminer. Alors c'est une panne sèche, on est à 2 km du parc d'assistance. 2012, sa ville en plus, c'est terrible, comme quoi quand on dit qu'on n'est pas prophète dans son pays.
Alors il dit bah ouais, je sais pas ce que on lui demande ce qui s'est passé parce qu'il est à 2 km, il est arrêté. La voiture s'est arrêtée, il y avait une alarme d'essence sur mon tableau de bord. Alors est-ce qu'il y a plus d'essence? Est-ce que c'est un problème de pompe à essence? Je sais pas, mais toujours est-il que le résultat est le même. On peut pas aller plus loin. Mais sinon, qu'est-ce que vous pensez de votre matinée dans des conditions assez délicates, notamment dans la dernière spéciale? Ah oui, la première spéciale et la fin de la dernière, il y avait beaucoup de terre, de boue sur la route. Et puis la deuxième spéciale était très glissante, bosselée. C'était des conditions difficiles pour un débutant comme lui, un débutant en WRC, parce que comme vous l'avez dit, Eric, il avait fait quelques rallyes, quelques expériences, et puis expérience aussi de la glisse. Il a fait tellement de courses en trophée Andros, beaucoup de circuits, du Dakar, du rallye raid. Bon bref, pilote extrêmement polyvalent et expérimenté. 10 titres en Andros, Yvan Muller, c'est le record. Et alors, ça se creuse l'écart, ça se creuse tout doucement, c'est ce que voulait faire Sébastien Loeb, et bien il y parvient, 14 secondes 7 sur Sébastien Ogier, pas mal, Sébastien Ogier deuxième, c'est bien. Donc on vient de conclure la matinée, il va y avoir une deuxième boucle dans des conditions qu'on suppose encore plus, qu'on attend piégeuses. Difficile, c'est vrai. Et là on voit la foule qui est tout autour, qui est venue là pour Sébastien Loeb. Beaucoup de monde à Mulhouse, toujours partout beaucoup de monde. Et donc on reprend les 4 spéciales de la matinée et on passe en compagnie de Dani Sordo, qui va réaliser une après-midi formidable, parce que là il était peut-être à égalité lors de cette deuxième boucle, parce que la route était sale pour tout le monde, peut-être qu'elle se dégradait encore un peu plus, mais il y a peut-être moins d'écart que ce qu'il pouvait y avoir dans la matinée. C'est exactement son explication. Il dit là, à ce moment-là, autant ce matin moi je subissais, autant là je me dis que je suis comme les autres, j'ai les mêmes traces, j'ai les mêmes difficultés d'adhérence et ces routes vraiment très sales, donc il tente sa chance et ça marche. Dani Sordo est un garçon qui marche quand même beaucoup au moral. Alors Dani Sordo qui était 4e derrière Loeb, Ogier et Peter Solberg. On l'écoute à l'arrivée de la 5e spéciale. Au milieu de la spéciale, vous étiez plus rapide que Loeb, et puis il vous bat finalement. Alors il le bat pas beaucoup, il le bat de 5 dixièmes de seconde. Donc oui, c'est pas grand chose, 5 dixièmes de seconde, surtout par rapport à lui. Bon, je suis content de ma performance, c'est toujours sale, mais maintenant c'est la même chose pour tout le monde, donc c'est ce qu'on disait Eric, et je suis content en tout cas d'être plus rapide que Ogier et Solberg, et Latvala n'arrête pas de progresser sur le tarmac, donc je vais continuer sur ce rythme là. C'est vrai qu'à ce moment là ils sont 4 quasiment à se battre, et la surprise un petit peu de ce rallye, c'est Jari-Matti Latvala qui veut vraiment progresser sur cette surface. Il le sait que c'est indispensable pour lui s'il veut avoir de grandes ambitions dans le futur, à savoir jouer le championnat complètement. Il doit absolument devenir performant, et il y parvient tout doucement. Et alors ce qui le gêne encore, Latvala, c'est les changements d'adhérence. Il dit j'ai du mal encore à lire la route, à savoir si ça va être là, s'il va y avoir du grip ou non. J'aime bien quand c'est constant, ou très glissant ou tout sec, mais quand c'est encore mix, je suis en difficulté, mais je progresse. Et il colle des valises à Mikko Hirvonen, son équipier, qui est déjà à 1 minute 12. Alors on l'a pas vu en action, mais c'est vrai qu'on le sentait particulièrement crispé, et lui a encore plus de mal visiblement que Jari-Matti Latvala à évaluer l'adhérence qu'il y a au sol. Il est temps que la saison se termine pour Mikko Hirvonen, parce qu'on sent que vraiment il est en difficulté là, depuis plusieurs rallyes où il est franchement pas trop dans le coup. C'est les 2 dernières spéciales de cette première journée, la vallée du Münster et Grand Ballon. Alors, contrairement à la matinée où Sébastien Loeb avait réalisé tous les scratchs, eh bien là ça va un petit peu changer. Alors on a déjà vu que dans la première spéciale, il y a Latvala qui a fait un meilleur temps. Loeb a répliqué dans First Plan pour arracher son 5e scratch. Dans la vallée du Münster, ce sera Sordo. Et Jari-Matti Latvala dans Grand Ballon, et ça y est, il fait un scratch en disant en fait avec ma Ford, plus les conditions sont dégradées et pourries, et mieux ça va pour moi. Tout à fait. Alors il y a aussi une explication, c'est que je crois que les pilotes Citroën sont assez, mesurés et prudents dès que c'est, très sale et très glissant et très piégeux entre guillemets, tandis que Jari-Matti Latvala apparemment ne calcule rien et prend beaucoup de risques, mais ça passe, donc c'est ça le plus important. Très belle performance donc de Sébastien Ogier. En fait, les
trois pilotes, Ogier, Sordo et Latvala, sont très proches les uns des autres. Il y a aussi Peter Solberg, bien entendu. Et l'objectif pour chacun, c'est d'essayer d'être le mieux classé derrière l'herbe au terme de l'étape. Et c'est Sordo qui va gagner à ce petit jeu parce que il était 4e. Il va parvenir à dépasser Sébastien Ogier et Peter Solberg. Peter Solberg qui, paraît-il, était en difficulté. Il a eu un problème de réglage. Il a changé le différentiel avant. Et il a dit, j'ai compris un peu tard. Il a des problèmes de différentiel en fait. C'est pas des réglages, c'est qu'il a vraiment un vrai problème de différentiel. Et là on le voit. Et il va le changer le soir à l'assistance. Et en fait, là où il a compris, c'est que contrairement au premier rallye de la saison en Suède où il était pendant 3 jours en difficulté, là il s'est dit, c'est pas la peine d'assister. La voiture ne marche pas. C'est pas une question de réglage. Donc on va faire quelque chose. Et effectivement, en changeant le différentiel, eh bien, on le verra le lendemain. La voiture va être totalement transfigurée. On va pas avancer sur ce qui s'est passé, mais il va réussir à faire des meilleurs temps spéciaux avec sa voiture. Et ça, c'est peut-être de bon augure pour le rallye de Grande-Bretagne. On sait qu'il est toujours très très rapide là-bas. Grande-Bretagne, bien entendu. Mais attention aussi, parce qu'on le voit qu'il est performant sur l'asphalte, il y a la prochaine manche en Espagne-Catalogne, avec une première journée sur terre et 2 jours sur asphalte. Donc Peter Solberg peut être un très gros client sur ce rallye. Et pourquoi pas Danny Sordo? Là on voit Sébastien Loeb à l'écran. Ah, évidemment, oui, Danny, lui il va. Là, il faut qu'il en gagne quand même un jour. S'il n'y va pas à la baston sur ce rallye chez lui, en plus, on va peut-être pas dévoiler le suspense, mais il y aura peut-être de la liberté pour tout le monde en Espagne au niveau des stratégies. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est fixé un peu sur l'avenir de Danny Sordo? On a entendu parler qu'il est en contact avec Ford, qu'il pouvait éventuellement continuer avec Citroën. Toujours pas, rien de signé. On se dirigerait vers une saison encore chez Citroën dans un team bis, junior ou team 2. Je ne sais pas comment exactement il s'appellera. Mais voilà, bon, pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est signé. Et on passe tout de suite à la deuxième étape du rallye. C'est la plus longue, à peine un peu plus longue que la première étape. Avec cette fois-ci, on est dans le centre de l'Alsace avec cette spéciale Pays d'Ormont, plus de 30 km. Et c'est là où on dit qu'on peut faire la différence. Je crois qu'il y a plus de 20 changements de route dans la même spéciale. 35 km, et c'est une spéciale que connaissent tous les concurrents du championnat de France, puisque c'est une grande classique du rallye Alsace-Vosges et que Sébastien Loeb a déjà disputé il y a 3-4 ans. Alors il m'a dit, je m'en souviens pas par cœur, mais je sais à peu près où je suis, je me souviens des changements d'adhérence, j'ai quelques repères dans cette spéciale-là, et bien ça va pas louper. Il va porter son attaque dans ce chrono, une attaque qui sera peut-être décisive, on va le voir. Alors là, on est dans le premier chrono dans Clean Ever, mais c'est vrai qu'on a l'impression que Sébastien Loeb parvient à construire ses rallyes un peu comme en Allemagne où il avait porté l'estocade dans Panzerplatte, la plus longue spéciale. Eh bien, l'impression que oui, voilà, c'est clairement une spéciale pour lui. Je crois qu'aujourd'hui, Sébastien Loeb, à sa vitesse, à son talent naturel, ajoute aujourd'hui une énorme expérience de la compétition, et d'un point de vue stratégie, il est le maître. C'est-à-dire que sur ce rallye, on l'a vu, le matin, la route est propre, j'attaque, j'essaie de faire les plus gros écarts possibles, et l'après-midi, je préserve ces écarts, je prends pas de risque dans les parties sales, je sacrifie, je lâche quelques secondes, mais je fais le trou, l'écart le matin. Et là, on va le voir, on est samedi matin, et il repart sur ce même rythme, très impressionnant. Et on va écouter Sébastien Ogier qui était un peu déçu après ce premier chrono en disant que c'était pas facile, c'était étroit et humide, très glissant, et il se reproche d'avoir été trop prudent. Et on voit qu'il est peut-être encore sur asphalte, peut-être un petit ton en dessous de Danny Sordo et Sébastien Loeb. Et il me disait que déjà, même en étant 3e sur la route ou 4e, c'était déjà des conditions différentes par rapport. Il avait vu, la veille il était 2e, donc il peut mesurer la différence d'adhérence en fonction de la position sur la route, et il pense que ça joue énormément étant plus loin. Et là on a vu que Yvon Muller a pu repartir, il est reparti en super rallye, donc il a écopé de 20 minutes de pénalité, donc il n'y a plus d'espoir de résultat, mais juste de se faire plaisir avec sa Xara, et on va voir que ça glisse, hein. Et il était vraiment enchanté il voulait depuis longtemps le faire, il a été enchanté tout le temps, et complètement. Dès qu'il a su que le rallye de France ne se ferait plus en Corse mais en Alsace, il a immédiatement songé à le faire pour rouler chez lui, c'était clair. Il voulait absolument participer à cette grande fête. Écoutez sa bonne humeur. Bon alors, comment ça s'est passé ce matin? Qu'est-ce que vous en pensez de cette première spéciale du samedi matin? C'était super pour commencer la journée, très glissant, bosselé, de la boue, mais le paysage était joli. Non, c'était une belle spéciale.
Bernal, il a vraiment le sourire, un peu comme si la bonne humeur de Peter Solberg, qui est vraiment qui a la banane en permanence, était communicative. Yvan Muller, c'est comme on dit dans les médias, un bon client, on l'apprécie beaucoup pour ça. Et puis l'écart, toujours en constante augmentation légèrement, mais déjà 25 secondes entre Loeb et Sordo, j'y ai à 31 secondes. On sent quand même que la domination de Sébastien Loeb devient de plus en plus conséquente, voire inéluctable. Alors là, c'est la 10e spéciale. Ungersberg, le premier passage, 15 km 5, c'est pas encore la longue. Eh bien, le pauvre Kimi Raikkonen, qui avait gagné un rallye, le rallye national vosgien, va se faire piéger. Et là, on a envie de dire, c'est quand même pas de chance pour le Finlandais, parce que là, il n'y a pas grand chose, quoi. C'est une petite erreur. Ben, surtout, c'est qu'on ne comprend pas trop comment, à cette vitesse-là, hein, c'est pas grand chose, comment il s'est fait piéger à 5 km/h. Ouais, mais on est coincé, il est désabusé. Alors il est descendu de la voiture, il va pas abandonner. Les spectateurs ont parvenir à le déloger au bout de 35 minutes. Les spectateurs qui ont eu du mal à descendre sur la route parce que pourtant ils étaient fort nombreux, en 30 secondes la voiture aurait pu être ramenée sur la route, mais comme c'était un endroit dangereux, les commissaires ont plutôt refusé à ce que les spectateurs descendent sur la route pour aider ce pauvre Kimi. Et en final ils ont quand même réussi au bout de plus d'une demi-heure d'efforts et de tractation à lui permettre de repartir sur la route. Et il y a eu également un souci pour Yvan Muller qui a fait un tout droit, qui a tapé une roue et cassé un étrier de frein, cassé une roue, il est obligé de le changer, il a perdu 12 minutes en plus des 20, donc il est très loin au classement. Il est 43e exactement et Kimi 51e. Et il se remet à pleuvoir. Et voilà, et là c'est pour la longue spéciale, alors ça y est, c'est la 11e, le Pays d'Ormont, une ancienne spéciale du championnat de France des rallyes, et c'est là qu'on va voir si Sébastien Loeb porte l'estocade ici ou non. 130 mètres, 140 mais on laisse découvrir un peu son style. Mais c'est vrai que c'est pas toujours flagrant. On le voit rouler, on a l'impression qu'il roule toujours de la même façon. Et en fait, quand il resserre ses harnais, c'est là où on a l'impression qu'il est très concentré alors qu'il lâche le volant. Pour 60 mètres, droite en même bon légère. 130 mètres. Attention, droite en 130 plus long, vraiment pas corps. Et droite à fond. 70 mètres, gauche 90 plus long tard. Et là, voilà. Déjà, ça commence mal pour Dani Sordo qui cale sur la ligne de départ. Bon, pas grand chose de perdu, 5 secondes. Mais pas grand chose quand on voit les écarts très serrés, peut-être pas entre la première et la deuxième place, mais derrière entre la deuxième, troisième, quatrième place, 5 secondes, ça commence à faire beaucoup. 80 mètres. Et est-ce que Sébastien Ogier va pouvoir en profiter? Allez. Regardez bien, mais lui aussi va faire une petite faute. Et il va plutôt bien s'en sortir. 140 moins léger gras, 100 mètres, léger glisse, gauchis, sur droite 140. Et si vous regardez bien, ça va être de l'aquaplaning qui va piéger Sébastien Ogier. Pour droite 138 mi-corde, droite 138 mi-corde, sur 2 suite frein 40 mètres, gauche 135 moins long. Gauche 135 voilà, déjà là c'était chaud. 60 mètres, gauche 100 bon. Et voilà, regardez bien du côté droit et regardez bien la flaque. Voilà, on y est. Et il a la chance, il a la chance parce qu'il tape d'abord un petit talus qui le ralentit avant de terminer dans l'arbre. Lui il dit qu'il a mordu dans l'herbe et qu'en mordant dans l'herbe, eh bien, quand il a freiné, la voiture a glissé tout de suite comme une savonnette. Peut-être. Bah, c'est vrai qu'il y avait une flaque d'eau. La flaque d'eau l'a peut-être jeté, déporté de trajectoire. Et regardez l'écart creusé par Sébastien Loeb dans cette spéciale face à Dani Sordo. Alors bien sûr il a perdu 5 secondes, mais là il en reprend encore 13 supplémentaires, 18 secondes 3 d'écart, ça porte son avance à 43 secondes 4 sur Dani Sordo. Alors on va voir l'arrivée de Sébastien Ogier. Bon, il est à 4 secondes de Sordo et donc à 22 secondes 3 de Loeb. Donc c'est sûr qu'il a perdu du temps, il aurait peut-être fait une meilleure performance que Dani Sordo, mais il a perdu gros. Et est-ce que ça va aller mieux pour Jari-Matti Latvala? Et ben lui aussi prend des risques et lui aussi va être chanceux. Vasen yksi poikien 6 tosi liukas tarkka. Veti oikein 4 tosi liukas mutaa. 10 nyt vasen yksi nypyn. Oui, c'était quand même des sorties au ralenti. Là, il prend appui sur des rondins de bois. Et c'est clair qu'il y a des endroits où ça devient inconduisible quand avec l'eau, la pluie, la terre qui se met sur la route, qui agit comme une pommade, comme une espèce de couche de graisse. Avec les pneus qu'ils ont, c'est absolument pas adapté. Et donc forcément, même à 15-20 à l'heure, eh bien la voiture décroche et c'est impossible de la rattraper, très difficile.
Là, c'était pour les meilleurs. Là, pour Ken Block qui est en train de faire son apprentissage. Là, il s'en met quand même une bonne. Hein. Il a un peu de la chance de pouvoir continuer. C'est vrai que quand on compare à la mésaventure de Kimi Raikkonen, on se dit que il s'en sort quand même plutôt pas mal. Hein. Ah, ça peut s'arrêter là. Et on continue parce que malheureusement, c'est pas fini pour Ken Block. Il n'est pas au bout de ses peines dans ce long chrono où il va perdre un temps mais considérable. Il va faire le 28e temps à 3 minutes 26 de Loeb. Mais tous les pilotes le disent. Hein. Là, on est encore que le matin de la deuxième étape, mais déjà tous les pilotes disent que c'est un des rallyes les plus durs qu'ils n'ont jamais fait, un des plus difficiles. Ok, don't worry about. Ouais, ne t'inquiète pas, ils ont le temps de discuter même en manœuvrant. Bon allez, ils perdent un peu de temps, on va pas se moquer, hein. C'est vrai que c'était éprouvant pour tout le monde. Et non mais c'est bien de la part du copilote de calmer son pilote, parce que là en général on est plutôt fou, on a envie de redémarrer, on cherche, ça marche rien, on cherche sa première donc Et là on peut dire à l'issue de ce long chrono, ça y est, Sébastien Loeb a fait le break. Faut confirmer, c'est pas fini, mais il a au moins conservé l'écart. Et c'est toujours une belle explication pour la deuxième place. Et on passe maintenant en compagnie de Jari-Matti Latvala pour la dernière spéciale de la boucle, c'est Slam. Avec une partie en terre, il y a pratiquement 1,5 km de route sur terre dans ce chrono. Et je crois qu'on y est là, justement. Il semble bien, et là forcément Jari-Matti se régale, même si les pneus ne sont pas adaptés aux circonstances. Eh bien, c'est pas grave. C'est très mouillé, c'est très glissant, et Latvala enquille très fort. Ouais. Et ça fait un scratch, le troisième pour Jari-Matti Latvala. Allez, on se retrouve après la publicité pour la seconde moitié de cette deuxième étape. À tout de suite. On est de retour à Strasbourg pour le Rallye de France, les mi-journées de la deuxième étape, avec Sébastien Loeb qui rentre en vainqueur avec 43 secondes 3 d'avance sur Dani Sordo. Alors on lui demande est-ce que vous avez augmenté votre avance grâce à votre position sur la route. On va dire je suis pas sûr que ce soit que ça. Bon, bien sûr déjà au départ je connaissais la spéciale un petit peu, j'ai déjà effectué dans le passé. J'ai essayé de partir très fort parce que je sais que dans des longs chronos comme celui-ci, si vous partez sur un faux rythme, eh bien vous pouvez perdre beaucoup. Donc j'ai vraiment attaqué fort quand il y avait du grip, et puis j'ai ralenti quand il n'y en avait pas, quand c'était piégeux. Et puis j'ai toujours été bon dans ces conditions. Donc non, je pense que c'est pas que ma position sur la route. Et d'ailleurs, ça va se confirmer un petit peu plus tard. On va passer directement à la 14e spéciale. On saute la 13e, le deuxième passage dans Clenever, avec un premier temps scratch pour Sébastien Ogier, le premier du rallye. Qui est quand même à la lutte, mais qui a 16 secondes de Dani Sordo, donc ça risque d'être un peu compliqué pour la deuxième place. Et quoi qu'il en soit, qu'il soit troisième ou deuxième, dans ce cas de figure là, si Loeb reste en tête, Loeb est sacré champion du monde. De toute façon là, ça ne change rien. Et donc là on va passer bientôt dans le 14e chrono. Pas de souci pour Sébastien Loeb qui a peut-être un peu calmé le jeu en ce début d'après-midi. En revanche, c'est plus compliqué pour Sébastien Ogier, regardez. Voilà, un gros choc. Donc on n'a pas vu ce qu'il avait heurté. A priori c'est une pierre dans un fossé. Mais regardez la suite et écoutez la discussion entre Sébastien Ogier et Julien Gracia. Regardez le capot, comment ça commence à bouger à droite de l'écran. En bas à droite de votre écran, on voit qu'il y a quelque chose qui tape sous le capot. On va s'arrêter. Pourquoi faire, dire Sébastien Ogier. Ah, ça c'est bien pilote, hein. Même si Sébastien Ogier a une excellente formation de mécanicien, hein. Il a commencé comme ça dans les rallyes en étant mécanicien dans l'opération Rallye Jeune, et là on le voit, c'est l'amortisseur qui est en train tout simplement de sortir, la cloche d'amortisseur qui est cassée, et l'amortisseur est en train de percer et passer par-dessus. Et on va le voir, hein. Voilà, ça y est, il est en train d'apparaître. Donc là en gros il n'y a plus d'amortisseur, voilà, c'est fini. Voilà, donc, et gauche à fond pour 60 mètres. Et là ça devient difficilement droite sur un plus million encore debout. Ouais, gérable, hein. C'est simplement, c'est pratiquement inconduisible. Alors, à l'issue de ce chrono, il va conserver sa troisième place, mais il concède malgré tout 25 secondes 3 à l'auteur du scratch, Dani Sordo. Et derrière lui, il y a Peter Solberg, mais il est revenu à 4 secondes et 7 dixièmes. Et il y a Jari-Matti Latvala qui pourrait également en profiter. Donc c'était à 2 km de l'arrivée, cette mésaventure qui lui est arrivée. Il va essayer de réparer, il a une formation de mécanicien, donc il a pu réparer après le chrono, il a refixé son amortisseur. Il va pouvoir repartir sur le routier pour aller rejoindre en temps le départ de la longue spéciale numéro 15. Et on verra un peu plus tard ce qu'il adviendra. Mais on peut vous dire d'ores et déjà que la réparation ne va pas tenir.
et ça a une énorme influence sur le résultat, non pas de la course, hein, mais du championnat. Et oui, parce que grâce au système du Super Rally, il va écoper de 10 minutes de pénalité, chuter à la 6e place, et dans ce cas-là, Sébastien Loeb peut se contenter d'une 3e place à l'arrivée pour être titré. Il n'est plus obligé de gagner. Il sait qu'il a désormais une marge de manœuvre. Bon, bien entendu, il a quand même suffisamment d'avance pour aller chercher la victoire, mais il sait qu'en cas de souci, il ne perdrait pas tout. Là, on était en compagnie de Jari-Matti Latvala. On repasse en compagnie d'Ivan Muller, qui a réparé ses soucis d'étrier de frein et qui continue de se régaler avec des portions sèches et puis dès qu'on passe dans la forêt en sous-bois, et bien là c'est humide. Donc ça c'est le seul village traversé par le rallye en spécial, hein. Il n'y a pas un autre village, ce ne sont que des forêts, des champs et des vignes. Et voilà, et Sébastien Loeb qui commence à relâcher un peu son effort avec un écart qui tombe sous les. Il gère. C'est le chat et la souris. Donc de temps en temps il en rajoute un petit peu, parfois il en lâche. Ça dépend des conditions qu'il trouve sur la route. Et là on passe au grand chrono, Pays d'Ormont. Alors c'est là où Seb avait fait la différence lors du premier passage. Avec une vue aérienne du parc d'assistance du Zénith. Il y a même des Bretons, on voit, qui avaient fait le déplacement du monde de toute la France. De toute la France. Et voilà, même de la région parisienne, des Yvelines, j'en ai vu partout. Et là on voit Sébastien Ogier qui malheureusement s'est arrêté. On est dans le 15e chrono à 7 km. Alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il s'est passé dans la spatiale précédente? J'ai eu un problème avec un amortisseur avant. Ça, c'était près tout près d'arriver dans une corde. Et on pouvait pas la voir. On pouvait pas voir cette pierre parce que c'était vraiment où se rocher sous la terre et. Donc j'ai cassé la suspension, j'ai essayé de réparer. C'était quasiment impossible de réparer. J'ai pu continuer, aller sur le routier suivant, prendre le départ de la spéciale, mais 7 km plus tard, ça n'a pas été. Et ça va être une spéciale maudite pour le Citroën Junior Team avec Kimi Räikkönen qui va se poser et écouter les interviews. Ça s'amène toujours c'était un peu comme au Japon. Kimi, il a quand même du mal, hein. Ça, c'est vrai que c'est pas une saison facile pour lui qui débute. Et toutes ses sorties de route se ressemblent. Il arrive et il se fait piéger dans un virage. Il part sur l'extérieur. C'est étonnant. Il a pas le réflexe de mettre un coup de frein à main. Ou c'est étonnant comment il se fait piéger toujours à peu près de la même façon. Si vous nous racontez ce qui s'est passé, on est sorti. Ça arrive. C'est toujours j'ai quitté la trajectoire et je suis parti au large. Bon, faut dire que cette spéciale-là, c'était franchement inconduisible, beaucoup de boue. Les voitures, quand elles arrivent au point stop, on avait l'impression d'être au rack à Cardiff. C'était franchement incroyable. Même Philippe Lugalski, avec la voiture 0, la DS3R3, est sorti de la route aussi. C'était franchement un chrono ultra compliqué. Et pour donner un exemple, je crois que les temps ont été rallongés de 2 minutes par rapport au premier passage. Ouais, c'est ça. Dans Pays d'Ormont, le premier passage c'était Loeb en 19:39 et 7 dixièmes, et dans le deuxième passage chez Peter Solberg en 21:35.2. Donc c'est pratiquement ça, 2 minutes avec un chrono meilleur temps signé Peter Solberg. Et pratiquement pour les ouvreurs qui ont fait un très gros travail, notamment celui de Sébastien Loeb, c'est Dominique Heinz, et il y avait quasiment 7 à 8 corrections par page. C'était incroyable. Donc voilà, on est au terme de la deuxième étape. Sébastien Loeb est en tête avec une avance qui a repassé le cap des 40 secondes. Et puis une dernière étape, la plus courte du rallye, seulement 50 km. Alors qu'est-ce que vous espérez pour demain? J'espère finir. Il essaie de rester froid. Hein. Là, il n'est plus question de prendre de gros risques. Donc je vais ralentir, mais le problème c'est que c'est en ralentissant par moment que je prends des risques. Donc on verra, on va essayer de trouver le bon rythme et j'espère avant tout finir. À cette troisième et dernière journée du rallye d'Alsace, tout près du
du bonheur pour Sébastien Loeb avec 50 km de secteur chrono. En fait, seulement 2 spéciales, une dans Haguenau, la ville où il est né. La super spéciale d'environ 3-4 km très courte dans les rues de la ville. Et puis une boucle dans le camp militaire de Beach, plus longue, bien entendu, une vraie spéciale, on va dire. Mais c'est surtout, on va dire, c'est une journée forte, riche en émotions pour Sébastien Loeb, parce que déjà le routier, quand il part de Strasbourg pour aller à Haguenau, il va traverser, les organisateurs l'ont fait exprès bien entendu, il va traverser son village, Oberhofen sur Moder, où il y a un contrôle de passage, et Sébastien va être très ému de voir tous les gens qu'il connaît depuis son enfance, qui l'attendent au bord de la route pour le voir passer. Puis ensuite il y aura donc cette super spéciale dans Haguenau, le voici là qui prend le départ, et là c'est très fort parce que c'est quand même la ville où il a grandi, où il était au lycée, où il a roulé à mobilette, où il a fait j'allais dire un petit peu le fou dans sa jeunesse avec des GTI sur les ronds-points, et là 13 ans, 14 ans, 15 ans plus tard, eh bien il est aussi dans les ronds-points, il est dans les rues, mais là il est en rallye dans une voiture de course, une Citroën C4, et il est en train d'aller vers un 7e titre de champion du monde et une victoire à domicile. Donc tout ça pour dire que quand je l'ai vu à l'arrivée de ce chrono au point stop, j'ai quand même vu dans ses yeux, dans son regard, dans sa voix, franchement il était ému. C'est bizarre parce que certainement le gamin il se faisait engueuler parce qu'il roulait trop vite dans la ville, et puis là on vient le voir pour suivre ses exploits. Ça change énormément de monde tout au long de la spéciale. Alors c'est vrai qu'on le voit pas trop parce que les gens étaient tenus quand même assez à distance de la route, de la chaussée, et là saluons le travail, l'immense travail des organisateurs qui ont vraiment réussi à gérer le public qui est venu très nombreux. On parle de près de 200-300 000 spectateurs sur l'ensemble des 3 jours. On annonçait sur ces 2-3 km de spéciale environ 20 000 spectateurs dès le matin, et tout s'est très bien passé. Et oui, c'est vrai que la fête aurait pu être gâchée si Sébastien Loeb avait abandonné auparavant, et il a résisté à la pression, mais c'est sûr que ça ne devait pas être répondre. Le cœur bat là il le dit pas parce qu'il faut pas qu'il le montre vis-à-vis de ses adversaires, de ses concurrents, mais là je pense que ça bat très fort quand même. Surtout qu'il est dans une position où avec 43 secondes d'avance, il n'a plus besoin d'attaquer, donc il n'est pas obligé de se concentrer absolument sur un rythme très élevé. Il doit rouler, donc forcément, eh bien, on roule, mais on pense un petit peu à ce qu'on doit faire, pas faire de faute, surtout pas d'erreur. Et oui, il a peut-être un peu de mal à se concentrer, il va pas perdre grand chose, il a perdu 1 seconde 3, mais il va faire que le 4e temps par rapport précédé par Peter Solberg, Dani Sordo et Jari-Matti Latvala. C'est un peu bizarre d'aller battre les Scandinaves chez eux, que ce soit en Finlande ou en Suède, et puis dans son village chez lui, dans un endroit qu'il connaît par cœur et que manifestement ses adversaires connaissent pas. Eh bien, non, pas forcément, parce qu'il disait qu'il avait peut-être jamais roulé au fond du parking de la gare. Il disait tiens, j'étais jamais allé depuis que j'y habite tout au fond du parking de la gare, parce que c'est vrai que cette spéciale est tracée à la fois dans des rues, des avenues, mais ça coupe aussi la gare routière complètement en travers au milieu des bus, mais il n'y a plus de bus bien entendu. Après on prend les parkings de la gare et on va jusqu'au fond faire une épingle assez étroite avant de revenir sur le centre-ville, et l'arrivée se joue juste devant l'hôtel de ville d'Haguenau. Et bon, on y est justement, je crois, l'arrivée. Là voilà. Là il y a un rond-point, il va tourner à gauche. Encore environ 150 mètres et ce sera le point stop où il va s'arrêter. Et on va l'écouter justement et on va voir son émotion en fait. Déjà on le voit, beaucoup de monde. Alors, cette petite spéciale chez vous, est-ce que vous êtes content d'avoir peu... Ah oui, pour l'instant je suis content. C'était vraiment super de rouler ici. Mais c'était assez piégeux avec pas mal de béton un peu partout. Donc faut faire un peu attention quand même, mais ça va, c'est ok. Alors Jari-Matti Latvala qui va se faire un petit peu piéger, qui va bien s'en sortir. Est-ce qu'il va toucher une botte de foin? Voilà, pompe de côté. Et bon, il peut continuer et il fera le 3e tour derrière Peter Solberg et Dani Sordo à 8/10 seulement. Donc ça va. Et on a entendu Dani Sordo qui disait à l'issue de cette spéciale qu'elle a pas mal changé par rapport aux reconnaissances, que les virages ont été resserrés. Différent, oui, peut-être par rapport aux bottes de paille et aux chicanes qui n'étaient pas exactement là où il pensait être pendant les reconnaissances. Allez, on va parler un peu du pilote Motors TV, Yvan Muller, toujours en course. Il est 44e à l'issue de ce chrono et ça va être sa meilleure performance jusqu'au 2e passage avec un 8e temps. Yvan attendait beaucoup cette spéciale-là parce que, comme il disait, c'est peut-être Sébastien Loeb qui est chez lui à Haguenau, mais moi aussi je serai chez moi parce que ça ressemble à du circuit, ça ressemble à un circuit en ville, et il avait vraiment envie de bien faire sur ce parcours qui est peut-être plus dans ses cordes, hein. Il a l'habitude de rouler en circuit à Macao notamment, donc voilà, il avait vraiment envie de faire quelque chose de fort dans ce chrono d'Haguenau. Et bien alors du premier passage,
Voilà, il demande, hein, et on sort là, mais il a l'air quand même très, très concentré. Le 8e chrono a seulement 4 secondes de Peter Solberg. Bon, bon, allez, pas une seconde au kilomètre, mais c'est quand même un exercice différent, hein, appréhendé avec les notes. Bon, heureusement, Gilles Mondésir est un coéquipier expérimenté. Il a remporté le titre de champion de France des rallyes avec Danny Snabek récemment. Et puis les deux hommes se connaissent bien, ils ont été ensemble à Lyon. Ah bah oui, ça y est, vous vous rapprochez un peu des meilleurs là sur cette spéciale. Ah bah ouais, une petite spéciale comme ça, moi j'attendais ça. Surtout qu'il y a une ambiance particulière parce que Seb est né ici. Et c'est à mi-chemin un peu entre le rallye et le circuit. Moi ça me convient très bien. C'est exactement ce que vous disiez, Eric. Et il a répondu présent au rendez-vous. Et toujours cet écart d'une quarantaine de secondes entre Loeb et Sordo, ça ne change pas. Peter Solberg 3e. Et là on va passer à la 18e spéciale. Alors la vraie spéciale de cette dernière journée à parcourir 2 fois. 24 km 7, une ancienne base militaire, on voit ici un ancien char. Toujours base militaire, hein, pas ancienne, toujours en activité, avec une grande partie donc interdite au centre, au public, quelques zones aménagées, énormément de parking, de zones pour les spectateurs, et énormément, parce qu'en fait tous les spectateurs qui étaient répartis lors des étapes précédentes sur 3 à 4 épreuves spéciales, là, en fait, où il y a Haguenau, où il y a le camp de beach, et tout le monde va aller quasiment sur le camp de beach pour une vraie spéciale. Et d'après les organisateurs, on a dénombré pas loin de 70 000 spectateurs sur ces 25 km. Et là on passe en compagnie de Danny Sordo. Et on peut voir que par endroits... Alors, on a pris un extrait de cette spéciale. Il y a des grandes... des routes, par moments où la route est bien large, bien dégagée et très propre. Mais il y a aussi des parties un petit peu sinueuses. Et là, c'est le 2e sur la route. Et quand on voit les traces déjà laissées par Sébastien Loeb et les voitures ouvreuses, eh bien on peut se dire que c'est vrai que ça va devenir un champ de mine. Là c'est que le premier passage, donc on peut s'attendre à... On peut se dire aussi que si on se met à la place de Sébastien Loeb et de Daniel Hénin, on se dit que c'est encore un gros morceau, c'est encore très piégeux, on peut sortir quasiment à tous les virages et il va falloir le faire 2 fois. Et oui, d'autant plus donc que... c'est pas fini, c'est loin d'être fini. Et le voilà, Danny Sordo qui va accrocher un 4e meilleur temps scratch. Et là on est avec Sébastien Loeb qui arrive au sortir de cette spéciale. On va écouter ce qu'il nous dit. Alors encore une spéciale difficile. C'était vraiment très glissant avec beaucoup de boue. J'y suis allé tranquillement. Bon, j'ai pas les écarts, donc je sais pas trop où on en est. It's okay, on lui répond, donc ça va. Ça le rassure, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus souriant. Il commence à se détendre par rapport même à la veille. Et ouais, donc j'ai une bonne avance, donc je prends plus de risques. Vous vous sentez nerveux? Pas facile de conduire dans ces conditions. Là, j'ai vraiment ralenti et c'est difficile de rester concentré. Et il y en a un qui va avoir peut-être pas des soucis de concentration, mais qui va sur une belle chaleur. C'est Peter Solberg et il va bien s'en tirer. Ça donne une idée quand même du piège que ça pouvait être et du talent qu'il faut pour rester sur la route dans un rallye où ça paraît difficile de ne pas être très très concentré dans les chronos. Peter Solberg qui attaque encore parce qu'il y a une place sur le podium qui se joue entre lui et Latvala. Voilà. Et là il s'en sort bien, heureusement qu'il y avait un fossé. Il sort complètement de la route et oui, il y a un fossé, mais il n'y avait surtout pas ni arbre, ni souche, ni rien du tout, donc il a pu instantanément remonter sur la route sans rien toucher et sans perdre trop de temps. Et on a vu qu'il y avait des traces juste avant, ça devait être celle de Danny Sordo, il était passé déjà tout près de la correctionnelle. Et Latvala aussi s'en sort limite. Peter, il y a des dommages sur votre voiture. Ouais. On est sorti, on a perdu beaucoup de temps. C'est peut-être exagéré beaucoup de temps, hein. Ça paraît paru si long que ça pour nous. Les conditions sont difficiles, ah ouais, c'est très très mauvais. Bon, on s'en est bien sorti, mais on a perdu beaucoup de temps dans cette excursion dans le fossé. Et j'ai peur que Latvala me reprenne beaucoup de temps. Bon, pas tant que ça, il y en a quand même. Il y a un écart qui a chuté à 14 secondes. Solberg et Latvala, donc ça va, c'est. Ah non, 14 secondes. Oui, pardon, oui, 14. 14 secondes et
Et ben la spéciale, le deuxième passage va être tout bonnement annulé. Et ça, bon, finalement, ça va permettre à ceux qui avaient un petit peu d'avance et qui devaient gérer cette avance, eh bien, ça sera encore plus facile. Et là, on retourne dans Haguenau. Et là, c'est le grand moment que tout le monde regardez à gauche, attendait. regardez sur ce bâtiment l'énorme étendard à la gloire de Sébastien Loeb, c'est la ville, et ça doit être impressionnant pour tous les pilotes de voir cette image. Et là, on voit Solberg et Chris Patterson, son nouveau coéquipier depuis leur départ à la retraite de Phil Mills, qu'ils se congratulent à l'arrivée de ce chrono. Et regardez la réaction. Donc Peter va garder sa place, sa troisième place, la place sur le podium. Et va y avoir une accolade avec Jari Matti Latvala, qui avait dit je fais de ce rallye, mon objectif c'était de terminer dans le top 5, et il était un peu déçu de pas être monté sur le podium, parce qu'il a dit j'ai rempli mon objectif, ok, mais ce podium était à ma portée. Sans mon erreur lors du deuxième jour, quand il allait dans les rondins de bois, c'était peut-être jouable. Tout à fait. Donc, peut-être un peu de déception. Et là on est en train d'en terminer également avec Dani Sordo et Diego Valero. Et alors là, on va dire qu'il fait vraiment le boulot pour Citroën, mais en Espagne il n'y aura plus d'excuses, parce que là il n'y aura plus de points pour Citroën, parce que si les positions restent en l'état, c'est joué bien sûr pour Sébastien Loeb, mais c'est joué également pour Citroën. Tout à fait. Les deux titres peuvent tomber en Alsace, là où justement PSA a une usine de production de la Citroën C4 notamment. Et voilà, là c'est la séquence émotion. Là je peux vous dire c'est énorme. Franchement, il y a des milliers de spectateurs. Ils sont tous là pour applaudir l'enfant chéri, parce qu'ils savent qu'il est en train d'écrire peut-être la plus belle page de l'histoire de sa carrière de rallyman, et beaucoup de gens ont voulu être présents justement pour voir en vrai cette histoire s'écrire. Et il disait qu'il n'arrivait pas à piloter. Il a essayé de conduire vite au début dans cette spéciale, il n'y arrivait plus, il était submergé par l'émotion. Un petit peu comme en Corse, la première année où il était champion du monde, où il s'en sortait plus dans cette dernière spéciale qui avait paru très très longue. Là, heureusement, il n'y a que 4 km en ville, et là on est donc au parc d'assistance dans la zone, et voilà donc ce dernier point stop. Nous sommes devant l'hôtel de ville d'Haguenau, et pareil, les pilotes qui l'attendent, parce que c'est vrai que tout le monde l'admire, tout le monde reconnaît que c'est un immense champion. Et il met toujours en valeur ses adversaires aussi, ça c'est une de ses grandes forces. Il a toujours dans les interviews, par exemple en début de saison à la Concorde, il a mis en valeur Mikko Hirvonen, qui était un adversaire fiable, même si cette année il a peut-être pas confirmé ce qu'on avait entrevu la saison passée. Beaucoup de monde, ça c'est rare, c'est un point stop, c'est pas un podium final, c'est juste un point stop. Ah ouais, c'est énorme chez moi à Haguenau. C'était un rallye vraiment impressionnant, très difficile. J'ai vraiment eu beaucoup de soutien partout, que ce soit en spécial, sur le routier. Ah ouais, on voit la voix qui chevrotte, et puis on a dit the best thing in my life, on a cru l'entendre, mais non, c'est que dans la saison. Il est franchement très très ému, et voilà donc. Et c'est fait avec un triplé Citroën. Même s'il y a 2 voitures officielles et une privée, celle de Peter Solberg, c'est vrai que c'est un triplé Citroën C4. Et le champagne, bien sûr, on aurait pu sortir du crément pour l'occasion. Et là, le patron d'écurie, Sébastien a été super. Sordo a fait le boulot. On a les 2 titres, pilote et constructeur. Le 7e titre pour Loeb, le 6e pour Citroën. Et c'est énorme, c'est le mot de la fin, non, Eric, sur rallye? On peut le dire, ouais, c'est vrai que c'était énorme. Ouais. Eh bien, nous on se donne rendez-vous en Espagne pour l'avant-dernière manche du championnat du monde 2010. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour du rallye sur Motors TV. Merci, au revoir.